Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour et merci, mesdames, messieurs, de nous rejoindre. Patrice Talon, dans la plénitude de son pouvoir pour un nouveau mandat de 5 ans, c'est désormais, mesdames, messieurs, chose faite. Réélu mi-avril avec plus de 86% des voix lors d'un scrutin auquel aucune figure de proue, dit-on, de l'opposition n'a pu prendre part, le chantre du Bénin révélé a officiellement prêté serment. C'était le 23 mai. C'était alors lors d'une cérémonie d'investiture, vous l'auriez constaté, assez sobre, mais ponctuée d'une série d'engagements, dont entre autres la consolidation de la démocratie, les libertés, la bonne gouvernance. Nouveau quinquennat de Patrice Talon, un discours prometteur ou trompeur. C'est le thème en débat. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, un classique du régime, Mathieu Avlessi. Il est membre fondateur du Bloc républicain, l'une des formations ayant accompagné de bout en bout le chef de l'État. Ça se réclame même à être l'homme ayant porté la candidature. Monsieur Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Etonji et bonjour aux téléspectateurs. Il vous répondra à leur façon. En face de vous pour l'instant débat, Miguel Hueto, juriste spécialiste des droits humains. Elle est une militante très engagée sur ce chantier. Ce sont eux qui ont appelé incessamment le chef de l'État à revoir sa copie parlant droits humains, liberté, démocratie. Quel accueil font-ils de ces engagements du chef de l'État? Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Miguel Hueto, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour Monsieur Avlessi. Eh oui, merci. Il n'y a pas que ces deux sur ce plateau. Un troisième qui nous accompagne. Vous le savez, la diaspora très mobilisée, suivant de bout en bout ce qui se passe au Bénin. Omar Aruna, il a accepté d'être des nôtres ce matin, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis. L'homme qui désormais est au niveau, comme on le dit, de la très enviée couloir et validant désormais les papiers d'entrée aux États-Unis, a accepté d'apporter sa modeste contribution. Omar Aruna, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Yetonji, bonjour à Monsieur Avlessi, bonjour à Madame Hueto, bonjour aussi à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Merci à vous, ils vous répondent tous. Ah oui, c'est encore utile de le rappeler, c'est allé très vite. Pas question de s'ennuyer. Le discours, en tout cas, à chacun sa lecture. Mathieu Avlessi, je garde les qualificatifs. Dites-nous, comment avez-vous vécu cet instant le 23 avril, le 23 mai? Merci, Monsieur Etonji. Je pense qu'il y avait plus de peur que de mal. Il y avait plus de peur que de mal et en bout de ligne, c'est le Bénin qui a gagné. C'est le Bénin qui s'en est sorti gagnant. Et je pense que déjà le discours du président en disait beaucoup long. Le discours en disait long parce que nous avons ici, le Bénin n'a qu'un seul ennemi, c'est la pauvreté. Et ce n'est pas entre nous qu'on est ennemis. On est peut-être des adversaires sur des thématiques données, mais on n'est pas ennemis. Et ça, je crois que globalement, le discours du président, c'est la posture que le discours du président a abordé. Et ça, c'est avec une grande fierté que j'ai accueilli dans son ensemble le discours du président. Vous avez suivi avec moi que déjà d'entrée, le président... On reviendra graduellement sur ces étapes. Ok, mais avant d'aller vers les autres invités, dites, comparaison n'est pas raison, dit-on, mais si vous devez comparer cette investiture avec quand même 86%, un peu de taux de participation, à celle qu'il a vu faire son premier mandat. Que diriez-vous de la nostalgie ou une fierté renouvelée? Oui, les contextes ne sont pas les mêmes. Toutefois, je pense que l'élan reste le même. L'élan du développement du Bénin reste le même. Et c'est un peu ça. Les crises qui ont survenu, qui ont émaillé le chemin entre la première mandature et la seconde, nous ont amené à peut-être remodeler un peu les choses pour donner plus de portée à nos actions. Merci beaucoup. Je vais retourner d'abord vers M. Omar Aruna. Cette cérémonie, vous ne l'avez pas ratée. Vous qui êtes très, très porté vers le développement du Bénin, comme bien d'autres Béninois d'ailleurs, comment l'avez-vous vécu cet instant-là?
Merci beaucoup, M. Yetonji. Je crois que par rapport à la cérémonie elle-même, j'ai trouvé que c'était d'abord une mise en scène. Par contre, par rapport au discours, je dis que le discours, c'est un déni total de la réalité du Bénin. Et quand le président nous parle des défis et des prouesses qu'il a accomplis les 5 dernières années, et moi, je trouve que ce ne sont que des figments de son imagination. Et plus, quand il va loin et il parle de l'avenir des 5 prochaines années et de ce qu'il essaiera de faire, j'ai trouvé encore cela beaucoup plus intéressant dans le sens que c'est des vœux pieux. Parce que tout ce qu'il nous a dit ne prend pas en compte le contexte économique actuel du pays et de la conjoncture internationale. On reviendra au contenu. Mais, monsieur Ouna, oui. En le suivant, fier d'être béninois? Écoutez, la fierté d'être béninois, pour moi, ne vient pas de la posture du président de la République, parce que si ce n'était qu'à ça que je devrais marquer ma fierté, je crois que je serais sous terre. Merci beaucoup. C'est pas sa posture qui me rend fier. Ce qui me rend fier, c'est le peuple béninois. Okay. Tous ces combattants et tous ces exilés, tous ceux qui sont en prison, mais qui continuent de se battre. C'est ceux-là qui me rendent fier. C'est pour ça que je suis fier d'être béninois. Pour le combat que les uns et les autres mènent pour la démocratie et la libération du peuple béninois. Le discours, on y revient tout à l'heure, oui. Madame Miguel Cueto, vent de vous pour les questions de droits humains. Comment avez-vous suivi et vécu cette cérémonie? Merci Joël. Je voudrais déjà dire que c'est un rendez-vous qu'on attendait. Comme vous le savez, conformément à la loi portant constitution en République du Bénin, c'est un passage obligatoire pour tout individu, toute personne portée de quelque manière que ce soit à la tête du Bénin. C'est un passage obligatoire. Et je voudrais convoquer ici l'article 52 nouveau de la loi donc portant constitution en République du Bénin qui nous donne le serment même que prête le chef de l'État. Pour moi, cet exercice qui a été fait hier trouve tout son sens dans le serment. Le discours, oui, on va y revenir, mais pour moi, le plus important d'abord, c'est le serment qui est accueilli et qui donne le ton des engagements ou des obligations que la nation Bénin, que l'État du Bénin, que chaque Béninois, chaque Béninoise font incomber désormais à cette personne qui a à charge la destinée de notre pays. Et si je dois me référer à cet article, je vous citerai juste le serment. Je cite donc: devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, donc celui ou celle qui est élu, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter, de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute notre force, toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. C'est donc ce serment que le chef de l'État a prêté hier et qui a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Pour moi, ce serment, il balise le terrain. Il dit encore une fois les aspirations du peuple béninois et ce que nous, en tant que citoyens, citoyennes, nous attendons d'une personne ou de celui ou celle qui a à charge de nous conduire durant les 5 prochaines années. Quant à la forme de la cérémonie, encore une fois, pour ma part, elle n'avait déjà la cérémonie dans son ensemble. Pour moi, c'était juste de la curiosité. J'ai suivi, mais juste pour moi, c'était de la curiosité.
pour voir un peu comment les choses allaient se passer, parce que si ce n'était que le discours, après l'investiture, on avait la possibilité de la voir sur différentes plateformes, que ce soit en écrit ou en version audio ou en version vidéo. Et donc, c'était beaucoup plus de la curiosité. Et j'ai pu noter au stade Charles de Gaulle une absence de cette ferveur que l'on a connue en 2016, lorsque le chef de l'État prêtait serment pour la première fois. Ensuite, j'ai pu voir nos autorités, les responsables d'institutions à divers niveaux, arborer leurs apparats des grands jours dans toute leur splendeur, leur beauté. On a pu constater que ceux qui étaient partisans aussi, y étaient, pour la plupart, étaient heureux. On a pu lire ça sur les visages. Mais j'ai vu pour moi, j'ai vu un chef de l'État hier, j'ai vu M. Patrice Talon hier, pas comme je l'ai vu en 2016. C'est-à-dire déjà dans la posture. Vous voyez, quand il marchait sur le tapis rouge, je voyais quelqu'un qui disait à travers sa démarche, sa posture, oui, je suis là, c'est moi, je suis là. C'est ce qu'il m'a inspiré, c'est ce qu'il a dégagé, à mon sens. Et quand j'ai suivi le discours, s'il y a une chose que je salue, c'est vraiment le timing. Vous voyez, ça n'a pas été une cérémonie qui a duré en longueur. Ça a été bref. C'est peut-être dû aussi au contexte. C'est peut-être dû aussi au contexte. Il n'y a pas vraiment de foule à rengainer. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'attente. On veut voir, on veut observer. On attend tout simplement. On attend tout simplement, oui. On va apprécier le discours même, à moins sur le serment. Vous ayez, non, le serment, je crois que c'est ça, c'est les dispositions, le respect des dispositions que nous nous sommes données. Et de ce point de vue, Madame Poeto est revenue sur, je me donne pas le droit de revenir encore sur ça, ce serait redondant. Pour ma part, je pense que le discours avait du contenu, il fallait qu'on passe un peu sur les points qui ont retenu mon attention dans le discours du chef de l'État. On y va alors avec vous. Oui, merci. Merci, vous avez constaté avec moi que d'entrée, après les civilités à l'assistance, le président de la République reconnaissait, comment on appelle-t-on, la suprématie du peuple par rapport à lui. Il est une émanation du peuple. C'est le pouvoir qu'il tient, il le tient du peuple. Et ça, cette reconnaissance dont il a fait preuve, ce qu'il a exprimé à travers cette reconnaissance, moi, me rassure pour dire que, attention, voici, j'ai un chef qui reconnaît que, attention, je ne suis qu'un chef d'équipe, et je suis chef d'équipe et qui dirige pour le peuple. Je suis donc un élément du peuple. C'est le peuple qui me donne le pouvoir. Ça, c'est la première chose. Sur cette première chose, vous permettez, elle est si importante parce qu'on parle du peuple. Oui. On y reviendra. Alors dites, avez-vous l'impression que, de par le passé, le chef de l'État a donné l'impression de ne pas être là pour tous les Béninois? Le contexte s'y prête. Le contexte actuel s'y prête. Et je crois que ce n'était pas sa posture. Il était là. Ce qu'il a fait, c'est pour les Béninois. Ce qu'il a fait pendant le quinquennat. Oui, monsieur Aouna, rien à faire, tout. Je peux concéder. Mais personne ne peut être à ce niveau de décision et faire tout mal. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a des choses positives, il y a des choses peut-être négatives. Ça dépend de l'angle sur lequel chacun traite l'information ou bien ce que nous voyons. Et donc, je pense que le président reconnaît. Il reconnaît encore une fois qu'il est au service du peuple. Qu'il est au service du peuple. Ça, il a dit. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. La seconde chose du discours du chef de l'État qui aussi a retenu mon attention, c'est que il trouvait que seul il ne peut pas tout faire. C'est ensemble qu'on réussirait. C'est ensemble qu'on combattrait, qu'on lutterait contre l'ennemi commun qu'est la pauvreté des Béninois. C'est ensemble. Et donc, c'est une exhortation à toute la classe politique pour leur dire, oui, moi, en tant que chef d'équipe de la mouvance, il y a aujourd'hui que les dispositions légales nous confèrent un chef d'équipe de l'opposition. Mettons-nous ensemble pour que le Bénin s'emporte mieux, pour que nous parvenions à vaincre la pauvreté des Béninois. De sorte que, moi je dis, si on ne prend pas cette perche, c'est qu'on n'est pas vraiment pour le développement du Bénin. J'aurais souhaité que nos amis d'en face prennent la perche, fasse la démarche pour qu'en bout de ligne, on se rende compte que voilà, notre partition l'a joué et voilà ce que l'autre n'a pas joué sa partition. Si ça s'évalue en ces termes, ça me ferait davantage plaisir. On va passer à un autre point, mais avant, ils sont si importants. Le chef de l'État qui
veut rassurer, il a dit être le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, un point que M. Avlessi a évoqué tout à l'heure. Et ensuite, M. Avlessi parle de pêche, car le chef de l'État croit savoir que pour vaincre l'ennemi commun qu'il a qualifié de pauvreté, par autre chose, il faut que tous se donnent les mains. M. Aruna, sur ces deux aspects, votre réaction avant de revenir aux éléments qui vous tiennent particulièrement à cœur. Si M. Avlessi nous parle de pêche, encore faut-il que ce ne soit pas, comment dirais-je, on ne voit pas la perche. Parce que si le président de la République veut vraiment tendre la pêche, il sait ce qu'il faut faire, je l'ai toujours répété. Et s'il veut des pistes, il n'a qu'à commencer par libérer sans condition tous les détenus politiques qu'il a dans ses prisons. Il n'a qu'à commencer par laisser tous les exilés rentrer. Là, on parlera de pêche. Et après cela, on pourra aller au dialogue national. Donc, moi, c'est ce que moi je vois quand on nous parle de pêche. Parce que les mots creux, on en a eu pendant 5 ans. Ce n'est pas maintenant qu'on va se prêter à ce jeu-là. Et vous le savez très bien que depuis 5 ans, le président de la République a eu à faire des promesses creuses qui n'ont jamais été vraiment des promesses qui sont en faveur du peuple. Donc, si aujourd'hui quelqu'un se prend à ce jeu, on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ceci dit, j'aimerais rapidement vous dire, quand on nous parle, Madame Hueto a parlé de quand elle a vu le monsieur venir marcher. Moi, j'ai trouvé un homme... Du chef de l'État. Oui, le chef de l'État, oui. monsieur Patrice Talon. Et moi, j'ai trouvé un homme pas très bien dans sa peau. Un homme, comme on dit, qui est au taquet, qui est allé prêter serment hier. La démarche était hésitante, même s'il s'efforçait à la rendre assurée par ses bras, mais la démarche même en tant que telle était très hésitante. Le regard, quand il était sur le plateau, était un regard très furtif. Il regardait du coin de l'œil partout. C'est comme quelqu'un qui n'est pas tranquille dans sa peau. La gorge sèche était très sèche parce qu'on pouvait voir sa pomme d'Adam passer du haut au bas, en train d'avaler péniblement sa salive. Les gestes même, quand il s'est levé pour aller prêter ses mains, c'était des gestes calculés qui avaient pour but de cacher sa nervosité. Moi, j'ai vu hier sur l'estrade du Charles de Gaulle un homme dépassé par les événements, malgré les petits commentaires qu'il faisait ici et là, pour donner l'impression d'être au contrôle. Ça, c'est l'homme. Et je me suis posé des questions. Les questions que je me suis posées, je me dis, mais quel est le sentiment vraiment qui anime ce monsieur en ce moment-là? Ça ne pouvait pas être des sentiments de fierté, parce qu'on ne peut pas être fier d'avoir marché sur des cadavres jusqu'à son investiture. Peut-être un peu d'appréhension, parce qu'on ne peut pas être tranquille dans un fauteuil qu'on a usurpé. Mais je suis sûr, après avoir écouté son discours, que c'était un sentiment de déni. C'est la seule façon pour lui d'être de ne pas entendre la colère du peuple. Ça, c'est ce que moi je veux dire sur l'homme. Si vous voulez, on peut revenir sur le discours lui-même, mais ce qui est sûr, c'est que l'homme est conscient, même par son discours, du fait qu'il a fait un hold-up et il a usurpé un fauteuil qui n'est pas le sien. Et c'est pour ça qu'il a parlé de chef d'équipe, à défaut de dire chef de clan. Alors oui, comme on le dit à chacun son opinion et ses regards, pour aider à bâtir le Bénin, puisque c'est de cela qu'il est question. Vous avez tout passé presque au scanner quand on vous suit. On a envie d'en savoir comment vous êtes arrivé à mesurer tout ce que vous nous avez servi là. On revient au discours, comme vous l'avez dit, avant de revenir vers Mme Hueto. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il rassure tout ce beau monde, qui sera le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, ne trouvez-vous pas que c'est comme une aube nouvelle, comme on dit? Non, écoutez, il a fait le point d'abord dans son discours de ces 5 dernières années. Vous savez, on dit que, comment dirais-je, pour prévoir l'avenir, il faut connaître le présent. Et dans son discours, il a fait cet exercice-là. Et c'est là où le bas blesse.
parce qu'il a parlé de certaines choses qu'il a eu à faire ces 5 dernières années. D'abord, il a parlé du fait qu'il a renforcé l'unité nationale. Entre nous, pendant ces 5 dernières années, le Bénin a vécu et vit une fracture sociale sans précédent. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du clergé même béninois. Une division entre les gens, les fils de notre pays. Et s'il fait un diagnostic et il dit qu'il a renforcé l'unité nationale, pour moi, c'est un déni de la réalité. Il parle d'avoir amélioré les 5 dernières années la sécurité du pays. Écoutez, entre nous, si les citoyens sont arrivés pour se protéger contre leur propre armée, de s'armer, où est la sécurité? Si on nous parle, on nous dit que les djihadistes ou Boko Haram, ou plutôt ISIS est à nos portes, où est la sécurité? La sécurité, quand on veut parler de la gouvernance du pays, et on se retrouve en prison, où est la sécurité? Le président nous dit que les 5 dernières années, il a amélioré le cadre de vie et il a construit des écoles. Entre nous, est-ce qu'il y a une seule école qui a été construite il y a 5 ans, dans les 5 dernières années? Le cadre de vie, au départ de son quinquennat, il a cassé les pommes d'armes. Il a renvoyé tous ceux qui étaient les pourvoyeurs d'emploi. Comment on peut créer un cadre de vie comme ça, des conditions de vie? Et puis, il fait le diagnostic et il dit qu'il a amélioré la gestion publique du pays. Jusqu'aujourd'hui, il y a un régisseur de l'impôt qui est parti avec des milliards. Il y a des gens qui détournent. Et au-delà de ça même, il y a une opacité sans précédent dans la gestion de la chose publique. L'Assemblée nationale qui devrait être le contrepoids et vérifier les comptes de l'État est absente. Donc, et puis, on nous a parlé d'infrastructure. Et c'est là que je reviens chaque fois. On nous dit que pour les infrastructures, on a fait des merveilles. Moi, j'ai fait un petit calcul. Et je peux vous dire aujourd'hui, là, que la moyenne par an de kilomètres linéaires qui a été construite de 2006 à 2016 est de 162,5 km par an. Et de 2016 à 2021, ça a été de 152 km par an. Où est la prouesse? On parle de croissance. La croissance, dans ces 2 années-là, le régime précédent et le régime talon, la croissance a augmenté de 0,2. Donc, on nous dit tout ça là, et on fait le bilan de 5 ans pour nous dire qu'on a fait des prouesses. Et sur cette base-là, on invite, on donne des projets, on nous fait des projections et on nous dit qu'on sera, qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Si vous ne pouvez même pas faire votre propre diagnostic, votre état des lieux, de manière honnête et sensible, comment est-ce que vous voulez qu'on vous croie sur ce que vous nous dites? En plus que ce que vous nous promettez, vous ne prenez pas en compte le contexte même, la conjoncture internationale. On est dans une conjoncture de pandémie. Les organisations internationales déjà sont en train de faire une projection sur la croissance de l'Afrique qui est très inquiétante. Et c'est dans ce contexte-là que vous nous faites miroiter certaines choses que tous ceux qui sont au fait des choses savent que ça ne peut pas se passer. Monsieur Aruna, oui, vous avez beaucoup de la peine à croire à ce qui a été annoncé. On va revenir sur certains aspects qui ont quand même retenu aussi l'attention du grand nombre et avoir votre avis. Mais avant de revenir vers vous, permettez qu'on se retourne vers Madame Miguel Huito. Oui. Est-ce que ces 2 aspects évoqués par M. Avleti vous auraient inspiré ou vous préférez qu'on parle déjà démocratie-liberté? Bon. Que le chef de l'État reconnaisse qu'il soit une émanation du peuple, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'article 53 nouveau de la loi portant constitution. C'est établi. Donc, il n'invente rien, en fait. Il ne fait aucune invention. Et personnellement, ça ne m'émeut pas.
Mais j'ai pu noter, durant tout son discours, toutes les fois, j'ai pu l'entendre dire toutes les fois, il faut l'unité nationale, il faut qu'on se donne la main, il faut que... Mais j'ai envie de poser une seule question. Que vaut encore aujourd'hui la parole du chef de l'État? Pourquoi cette question, madame Plutôt? Nous avons vu, de par le passé, des mois passés, le chef de l'État revenir sur un certain nombre de choses qu'il a eu à dire lui-même. Si vous voulez que je sois même plus précise, je vais l'être. Il y a 5 ans en arrière, le chef de l'État prêtait serment. Et quand on sait la solennité qui entoure ce serment que le chef de l'État ou qu'un président de la République prête, l'entendre dire, prendre un certain nombre d'engagements et plus tard revenir sur ces engagements-là, personnellement, je me pose la question de savoir ce que vaut encore aujourd'hui la parole du chef de l'État. C'est une interrogation. Je laisse chacun y répondre selon sa posture, selon sa position. Quels sont deux exemples, si possible, des engagements solennellement pris par le chef et qui n'auront pas été respectés et qui, vous, aujourd'hui, vous poussent à vous poser des questions et à douter? Je vous donnerai un seul exemple. Ok, allez-y. En me replongeant dans son investiture d'il y a 5 ans, où il disait, je cite, « Je ferai de mon mandat unique une exigence morale ». Personne n'avait demandé au chef de l'État de faire un mandat unique. Il a pris un engagement devant la nation, devant le peuple béninois et à l'occasion d'une investiture. Pour moi, ça a tout un sens. Malheureusement ou heureusement, en fonction de ce qu'il a animé. Quand on a suivi l'annonce de sa candidature, il disait que par moments, il aime bien se laisser envahir par ses émotions. Et c'est peut-être ces émotions-là qui l'ont amené à revenir sur l'engagement qu'il a eu à prendre. Ça, ce n'est qu'un seul exemple que je vous donne. Il y en a, quand on ouvre la boîte à Pandore, il y en a plusieurs. Et donc, pour moi, c'est une interrogation, encore une fois, qui me pèse. Ah bon? Que vaut encore, à la date d'aujourd'hui, la parole du chef de l'État. Et à cela, je veux ajouter que, oui, il y a eu peut-être des prouesses, parce qu'il a, comme le disait si bien M. Arounan, le chef de l'État a d'abord passé au scanner ces 5 dernières années. Et il est revenu sur un certain nombre de choses. Le cadre de vie, l'école béninoise, toutes les réformes qu'il y a eu au plan politique, au plan institutionnel. Aujourd'hui, l'installation de la criette, de la Cour des comptes. Il y a eu des initiatives, il y a eu des actions. Mais quand on observe bien, avons-nous, aurons-nous, est-il possible d'avoir, et ça encore c'est une interrogation qui me pèse, est-il possible d'avoir un développement durable qui profite, un développement qui profite à tout le monde, donc au peuple béninois qui l'a investi? Est-ce qu'il est possible d'avoir un développement durable de cette nature-là lorsque l'environnement n'est pas apaisé, lorsque l'environnement ne permet pas aux fils et aux filles de ce pays-là de pouvoir se donner la main, de parler d'une seule et même voix, d'aller ensemble en synergie pour justement faire développer ce que nous avons en commun, qui est le Bénin. C'est une interrogation, encore une fois, et cela me pèse. Donc, pour en revenir au contenu de son discours, oui, il a dit son sentiment de profonde gratitude à l'endroit des Béninois qui ont voté massivement. Et ça, il a dit, quand je l'ai entendu, ça m'a fait un peu tiquer. Parce que, en tant que citoyenne de ce pays-là, en tant que béninoise, j'ai eu le temps d'observer un peu le 11 avril, tout ce qui s'est passé dans le pays, sur l'échiquier national, l'élection en elle-même, sur toute l'étendue du territoire. J'ai eu à observer un peu et j'ai encore en mémoire la déclaration de la plateforme électorale. On sait, et je vous l'accorde, que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à donner les résultats définitifs. Et on sait aussi que les décisions de la Cour, s'il n'y a pas eu contestation, sont donc sans recours, mais de vous à moi. De vous à moi. Vous savez, parfois c'est... On peut avoir du mal à peindre les choses en des couleurs que l'on désire, mais même quand on le fait,
se contentent de cacher à une persistance. Je ne dénie pas au chef de l'État, et permettez-moi de le dire, je ne dénie pas au chef de l'État de se retrouver dans la posture du chef de l'État réélu, mais je dis, il y a tellement de choses sur le plan politique, sur le plan de la stabilité même, de la paix, sur le plan de la cohésion nationale, de l'unité nationale, excusez du peu, qui se sont vus dégradés depuis 2016 à aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve les premiers mots du chef de l'État, qu'il vous souvienne en 2016, ses premiers mots à l'investiture étaient de reconnaître l'ancrage démocratique de notre pays et la prouesse des Béninois, cette facilité qu'ont les Béninois à sortir, à passer cette étape d'élection présidentielle de 2016 où on craignait beaucoup de remous, mais le peuple béninois a su traverser cette vallée-là sans heurts, sans tumulte, il l'a dit. Et aujourd'hui, quand je suis le discours d'hier, je comprends qu'il le sait lui-même. Il sait lui-même qu'il y a beaucoup de choses sur ces aspects-là qui se sont vus piétiner, qui se sont vus malmenés. Je ne sais la faute, je ne sais à qui elle est. Est-ce que c'est lui, intitut personnel, qui a causé tout ça? Je crois qu'il est seul maître de sa conscience et ceux et celles qui l'entourent également ont leur conscience pour pouvoir s'évaluer, s'auto-évaluer pour qu'on sache de 2016 à aujourd'hui, le recul que nous avons connu. Parce que justement, quand on nous parle, quand il l'a dit et il l'a martelé, il nous parle désormais d'une devise qui va gouverner ses actions durant les 5 prochaines années. Il a parlé de liberté, il a parlé de démocratie, il a parlé de bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est conscient que durant les 5 dernières années, beaucoup de choses ont été mal faites sur ces aspects-là. Tenez par exemple, 2021, nous avons encore reculé. Reporters sans frontières a fait savoir que nous avons reculé encore. Nous sommes passés de la 113e place à la 114e place sur le plan des médias, de la liberté d'expression. Nous avons reculé encore une fois quand on s'en tient au classement de Freedom House sur le plan de la démocratie. Nous avons reculé. Et de combien de points? De 17 points. C'est-à-dire que mon vis-à-vis peut sourire, c'est normal, il est dans son rôle. Mais je voudrais que lorsque l'on tient certains propos, lorsque l'on veut devant l'opinion nationale et internationale faire bonne figure, qu'on le fasse en toute connaissance de cause. Vous ne pouvez pas avoir sous votre mandature vu certaines choses reculer. Sur certains plans, reculer le pays, avoir vu le pays reculer sur certains plans, aujourd'hui, clamer haut et fort qu'on a travaillé à l'unité nationale. Si l'unité nationale avait été consolidée, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Du 5-0 heures à la date d'aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé. Et bien avant ça, nous avons vu tous les camps qui veulent conquérir le pouvoir, se marcher dessus, se clasher, se heurter. Quelle est la part que l'on donne, que l'on fait aux citoyens lambda qui n'a que faire justement de ces querelles personnelles, de ces querelles intestines, excusez-moi de le dire ainsi, de ces querelles intestines. La pauvre dame qui est à l'autre bout du Bénin, qu'est-ce qui fait sa fierté de voir que dans son pays, pour la première fois ou pour la seconde fois, depuis 1990, on en est arrivé à se tirer dessus. On en est arrivé à se balancer des injures. Quelle est la prouesse qu'on a eu à faire sur ce plan? Vous vous interrogez. Alors, visiblement, monsieur Mathieu Avlessi, il y a beaucoup de choses qu'on peut passer en revue à travers ce discours. Mais j'observais une dame de juriste avec nous, un politique, on peut le dire, qui revient sur la question de l'engagement et de la valeur de la parole du chef de l'État. Visiblement, là, vous avez un grand défi à relever. Merci. Parce qu'il faut pouvoir accompagner maintenant le discours. Vous répondez quoi pour les rassurer?
Merci. Je pense que dans d'autres contextes, on dit que notre système éducatif avait des problèmes. On nous a formés au bavardage, au mimétisme. Moi, je ne vais pas verser dans ça. Bavardage, mimétisme, parce que droits de l'homme, démocratie, tout ça, on bavarde autour de ça. Mais le concret, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain pour avancer? On n'en fait pas. Je ne veux pas bavarder. Je ne veux pas bavarder de ce point de vue. C'est une insulte, monsieur. Excuse-moi. C'est une grande insulte. Excuse-moi. Je vous répondrai comme cela se doit tout à l'heure. Merci beaucoup. Excusez-moi. C'est mon point de vue. Je ne vais pas revenir. C'est une grande insulte. Je ne vais pas revenir sur ça. Et vous savez, le président a dit les élections et les querelles que ces élections ont engendrées sont du passé. Je parlais de pêche, M. Harouna trouvait que, voilà, qu'il n'en trouve pas. C'est un peu ça, c'est la poursuite dans laquelle nous nous mettons. Et dans une certaine mesure, il y a l'engagement. Il y a l'engagement du président de l'État qui dit qu'il va faire de son second mandat un mandat hautement social. Entendons. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des paroles sur lesquelles on revient chemin faisant. Ça encore, la vie est dynamique. Il faut fonctionner avec le dynamisme de la vie. On ne peut pas faire les choses de façon stationnaire. On fait des projections et dans les actions, on se rend compte de ce qu'il y a des biais. On les corrige chemin faisant. Ici, on ne peut pas le faire comme ça. Et parce que on en dit qu'on va droit et qu'on se rend compte qu'il y a un trou devant, qu'on ne contourne pas, ça c'est tant pis pour ceux qui pensent qu'il faut aller comme ça droit dans le trou. Et maintenant, parlant de posture et parlant de comment est-ce que perche tendue que les gens ne veulent pas voir. Vous avez suivi hier que la présence de Maître Robert Dosso avait été attaquée de toutes parts. Et je salue la grandeur d'un homme, ça ne se décrète pas, ça se comporte. Et je salue la grandeur de cet homme qui leur a dit, qui leur a répondu, je suis là, je porte plusieurs casquettes. Et ça, la casquette que je porte ici aussi, c'est casquette institution. Ça s'entend. Que chacun se mette dans plusieurs casquettes pour fonctionner. Nous ne sommes pas linéaires. Un homme n'est jamais linéaire. Et si on se comporte linéaire, c'est qu'on passe à côté. On passe à côté. Et je crois le chef de l'État nous exhorte aux mouvances comme opposition à travailler pour qu'on parvienne à vaincre l'ennemi commun qu'est la pauvreté. Si on ne peut pas travailler, et si on est mouvance, si on est opposition et qu'on ne peut pas travailler au mieux-être du plus grand nombre de Béninois, je ne sais pas quelle politique nous faisons. Si ce n'est que... Et là-dessus, il y a M. Harouna, lui, qui a été très explicite. Il dit pourquoi, lui, je se refuse de croire au propos du chef de l'État. Je peux comprendre. Il dit mais pourquoi qu'il attend des actions du chef de l'État. Il y en a, je comprends. Vous savez, quand j'ai suivi M. Harouna, c'est redondant. On a cassé. C'est redondant. Il faut qu'on avance. La vie est dynamique. On n'a plus cassé hier. On a cassé il y a plusieurs années en arrière. Qu'on revienne sur. Au-delà de l'aspect des choses qui ont été cassées, il a fait des demandes, on peut dire tout à l'heure, parlant des exilés, parlant des prisonniers politiques. C'est un processus. Il y a les juristes et praticiens, je suppose. Je suis juriste aussi. Je ne pratique pas, je suis versé dans d'autres choses. D'accord, mais toutefois, je dis, on a cassé, mais les espaces sont utilisés pour faire quoi? On voit ce qui se passe aujourd'hui. Ce que ce texte veut, on ne veut pas que ce pays avance. Et moi, je dis, je suis contre. Tous ceux qui vont se mettre au travers du développement de ce pays vont me trouver en face. Je le dis, je répète. Tous ceux qui sont contre le développement du Bénin, on ne peut pas rester dans la case où on était. Madame Poitou se rappelle, il y a 10 ans en arrière, tout le monde trouvait que quelque chose se faisait mal avec le président Yahi. Le président Talon a annoncé des réformes. Donc on est en train de mettre en œuvre. Remercions un président qui projette des actions et qui a le courage de ces projections. Merci beaucoup. Oui, monsieur Harouna, on va être succinct pour clôturer en beauté ce plateau. Dites, le chef de l'État a officiellement annoncé que désormais le leitmotiv et le défi doit être de taire, pour ne pas le citer, les querelles intestines. Quel accueil réservez-vous à cet appel? Monsieur Yetondi, vous parlez de chef d'État. Le Bénin n'a pas de président dûment élu. Non, vous n'allez pas dire ça. Non, il a à sa tête un homme qui est à la tête d'un groupe, d'un clan, et qui a perpétré un coup d'État constitutionnel pour arriver là où il est, pour aller. Il a marché sur des cadavres, et c'est pour ça qu'il a été adoubé hier. Donc, on ne peut pas parler de chef d'État de ma posture. Alors, par rapport à l'appel, à taire ces querelles, les querelles qui existent, pour pouvoir aller de l'avant. Mais comment on peut taire des querelles? C'est comme si vous me dites, vous avez tué des gens, et vous dites, oubliez, on va avancer, sans même prendre un minimum de décence pour reconnaître que ces gens ont été tués. Et vous parlez d'avancer. Soyons sérieux, soyons vraiment sérieux. Quand
on vous a offensé, il faut que la personne vienne faire partage, que la personne fasse amende honorable avant qu'on avance. Alors, ça, c'est peut-être de la vie. Que préconisez-vous? De toute façon, monsieur Avlessi parle de développement du Bénin, que tous ceux qui se mettent contre le développement du Bénin, qui le retrouveront sur sa voie. Je crois qu'il doit prendre la route de la Marina tout de suite là, pour aller parler à son mentor. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame Miguel Hueto, la question est, on avance comment lorsque le doute semble gagner du terrain? Oui, vous me permettrez, avant de répondre à la question, de dire à M. Avlessi que, réagissant sur mon intervention concernant l'engagement que le chef de l'État a pris relativement à la bonne réalisation des droits de la personne humaine et des valeurs démocratiques, c'est du bavardage. Cela veut dire que ce qui est contenu dans l'article 53 nouveau de la Constitution est du bavardage. Vous estimez donc que ce pan du serment que le chef de l'État a prêté hier, c'est du bavardage. J'espère que le chef de l'État va suivre l'émission et qu'il comprendra que quand on fait certaines observations, quand on opine sur certaines réalités du pays, cela ne fait pas de nous des opposants. Moi, je ne suis pas opposant, je ne me réclame pas de l'opposition. Mais vous êtes dans le déni. Et ce que vous faites, c'est dommage. C'est dommage pour cette nation. Vous estimez que vous voulez le développement du Bénin. Mais toutes les personnes qui opinent et qui vous disent ce qu'il faut vous dire, vous les balayez du revers de la main et vous traitez tout le monde de bavard. J'assume mon bavardage, puisque c'est au nom de la Constitution que nous sommes, en tant que peuple béninois, donnés. Je voudrais ensuite dire, M. Avlessi a, dans sa chute, dit qu'il faut remercier le chef de l'État. Je suis désolée. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on remercierait le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Je lui voue et je lui dois tout le respect qui est dû à son rang. Mais le chef de l'État, il vient du peuple, il a une mission, il sert le peuple. Les moyens, les ressources dont il dispose, c'est le peuple qui les lui donne. Donc, il fait son job. Quand il fait bien son job, nous dirons oui, le chef de l'État a fait son job. Nous n'avons pas personnellement à remercier le chef de l'État. Il est là, il incarne tout le peuple béninois. Parce qu'au nom du contrat social que nous avons passé, nous nous sommes dit, tous et toutes, nous ne pouvons pas travailler simultanément pour faire avancer le pays. Et c'est en cela que nous lui avons conféré nos pouvoirs. Par conséquent, lui c'est moi, lui c'est vous, lui c'est chacun d'entre nous. Merci. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Et comment est-ce qu'on avance? Il faut que le chef de l'État, pour ma part, donne des preuves de sa bonne foi. Il faut qu'il rassure les uns et les autres. Il faut qu'il dépasse en fait ce discours. Parce que discours, on en a eu en 2016, lors de son investiture. Discours, on en a eu sur l'état de la nation chaque fin d'année et avec des engagements nouveaux. Nous en avons eu durant tout le quinquennat. Moi, je suis béninoise et je suis jalouse de ma nationalité. Ce que je souhaite, c'est que ce pays puisse être prospère pour chacune de nous. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance ou que vous soyez dans la posture qui est la mienne, fille de ce pays-là, qui ne se réclame d'aucun camp ni d'aucun clan, mais qui veut simplement que le Bénin puisse donner le meilleur à ses enfants. C'est ce que nous réclamons. Merci. Et quand vous êtes... J'ai mal, en fait, parfois, quand je vois certaines personnes dans la posture qui est celle de M. Avlessi sur ce plateau-là, tout à l'heure, ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'estime que lorsqu'on entend accompagner un chef de l'État dans la dynamique de développer le pays, de rassembler les gens, on ne fait pas ce qu'il vient de faire. Je voudrais, pour chuter, dire à M. Patrice Talon, oui, il vient de prêter serment pour cette nouvelle année. Les Béninois et les Béninoises l'attendent de pied ferme. Je voudrais qu'il dépasse son discours. Il a parlé de liberté, de démocratie et de bonne gouvernance. L'article 40 de la Constitution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous en sommes là aujourd'hui parce que les Béninois et les Béninoises ne connaissent pas leurs droits et leurs prérogatives. Oui, aujourd'hui, nous faisons nos devoirs. Nous les faisons. Certains peut-être à contre-cœur, mais nous les faisons. Nous les avons toujours fait et nous continuerons de le faire. Mais les Béninois ont besoin de savoir quelle est la puissance qu'ils détiennent en main. S'ils le savent, Monsieur le Président, nous vous marquerons à la culotte pour que les engagements qui sont pris soient respectés. Merci. Merci, Madame Miguel Hueto. Je vais vous demander plutôt de conclure sur ce plateau. Non, je vais conclure. Je remercie Madame Hueto pour ces élans. Oui, pour ces élans. Ma conclusion, c'est que l'un dans l'autre, ça a été annoncé. Mouvance, opposition, mettons-nous ensemble pour vaincre la fatalité, la pauvreté des Béninois. Merci beaucoup, Aruna. En conclusion, pas autre chose. Conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire? Le chef de l'État
a besoin de prendre ses responsabilités. Et la preuve de ses responsabilités, c'est de libérer sans condition les prisonniers politiques et de laisser les exilés rentrer sans condition. Merci, chers invités. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Un plateau parmi tant d'autres. Monsieur Omar Ouna, merci d'avoir été là. Merci à vous, monsieur Mathieu Avlessi. Madame Miguel Cueto, un grand plaisir. Et vous, téléspectateurs, tout un honneur. À très bientôt pour notre plateau avec toujours la même disponibilité. Au revoir. À très vite.